L'Instant Mag de Magali Barthès. Si Israël est un modèle de résilience, une question est sur toutes les lèvres après les massacres commis par les terroristes du Hamas. Est-il possible de se reconstruire après une tragédie aussi effroyable ? Le chemin de la résilience est long et beaucoup se tournent vers des thérapeutes. L'une d'entre elles, Deborah Ohana, psychologue clinicienne de formation et également mère de famille, intervient en cellule de crise et en tant que psychologue scolaire pour la municipalité de Shafir en Israël, ainsi qu'en cabinet privé à Tel Aviv et dans le sud au Merkaz Shapira. La plupart des Israéliens sont confrontés directement ou indirectement à un moment ou un autre à une situation de stress intense, mais le 7 octobre, l'horreur a été décuplée. Les massacres perpétrés par le Hamas ont fait ressurgir des traumatismes enfouis. Comment répondez-vous au mieux aux angoisses de vos patients ? Écoutez, tout d'abord, j'essaie de répondre aux miennes, de pouvoir les travailler, les élaborer, de répondre à celles aussi de ma famille, de mes enfants, pour pouvoir être apte par la suite à m'occuper de la population, que ce soit mes patients que j'ai l'habitude de recevoir au sein de mon cabinet privé, que ce soit à Tel Aviv ou dans le sud du pays, là où je réside, ou que ce soit les différentes populations avec lesquelles je travaille dans le cadre de mon activité dans le service public auprès des écoles et des populations du sud. Il est essentiel en effet de franchir le pas et d'aller se faire aider. Alors certaines personnes ont vu leurs proches mourir sous leurs yeux et doivent continuer à vivre et sont susceptibles de développer le syndrome du survivant. Comment lutter contre ce syndrome ? Alors écoutez, aujourd'hui, on sait qu'il existe, et on utilise d'ailleurs, plusieurs méthodes d'intervention d'urgence qui se passent dans les premières heures après la confrontation à un état de stress, la confrontation à un trauma. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a une très grande mobilisation des équipes professionnelles de la santé mentale qui offrent aux professionnels de la santé mentale des formations rapides pour pouvoir se former au maximum à ces interventions. On est formé, mais on n'a pas été formé à cette horreur. Donc, on apprend sur le terrain. Comme vous le disiez, on se jette à l'eau. Beaucoup de situations dans lesquelles on a dû se jeter à l'eau et apprendre. Et au fur et à mesure, un petit peu, préciser notre intervention. Mais aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils qui nous permettent effectivement, sur place, de rencontrer les personnes et de faire une intervention qui pourra limiter, je ne sais pas si ça enlèvera complètement le risque, mais en tout cas, ça limitera les risques de développement de troubles post-traumatiques. Avec une telle actualité, nous exprimons tous ce besoin de s'informer régulièrement, mais cette information rajoute aussi de l'angoisse à celle déjà prégnante. Alors comment s'informer au mieux sans se laisser dépasser par l'émotion ? Faut-il privilégier la radio à la télévision ? Alors déjà, il y a une escalade comme ça de l'information. On est aujourd'hui dans une époque où tout est transmis, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit aussi TikTok, Instagram, Facebook. Il y a eu tout de suite, après 2-3 jours, des tonnes de messages qui ont été envoyés auprès des familles de tout le pays en leur demandant de couper leurs enfants, tous les réseaux sociaux. Donc il y en a certains, j'imagine que la plupart des gens l'ont fait pour pouvoir protéger nos enfants. Alors c'est vrai que la télévision dans la plupart des maisons est allumée presque 24 heures sur 24. Il y a vraiment une recommandation importante, plus qu'une recommandation, une vraie demande faite aux populations de limiter, de pas exposer les enfants, les adolescents aux images terribles qui sont transmises ces derniers jours. Il y a aussi une escalade par rapport à ça. Chaque jour, les images sont de pire en pire. Les images sont toujours traumatisantes en effet et les réseaux sociaux n'aident pas. Vous êtes aussi psychologue scolaire, on le sait, les enfants sont aussi confrontés à ces situations d'angoisse vécues par leur famille qui, malgré elles, sont vectrices de stress. Comment aborder au mieux la situation auprès des plus jeunes ? Alors déjà, la première chose pour l'aborder auprès des plus jeunes, comme je vous le disais précédemment, c'est d'être soi-même en tant que parent dans un état d'esprit régulé. Les parents qui eux-mêmes subissent un état de stress post-traumatique ou une anxiété très importante ou un état d'angoisse, et même j'ai même tendance à dire ces derniers jours la peur, parce que c'est pas que de l'angoisse, les gens ont peur, doivent eux-mêmes être le plus possible équilibrés pour pouvoir accompagner leurs enfants, leur expliquer ce qui se passe avec des messages qui sont adaptés. Il n'est pas question de transmettre une fausse vérité, une histoire qui n'aurait aucun rapport avec ce qui se passe, mais en tout cas de pouvoir trouver un narratif convenable et adapté à chaque enfant, que ce soit les enfants de très bas âge, les collégiens, les lycéens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont transmis pour pouvoir raconter l'histoire de manière adaptée et les protéger au plus possible.
Ce qui est très particulier dans cette intervention, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de dire aux populations, de dire aux gens qui souffrent de stress, ça y est, maintenant c'est terminé, on va pouvoir s'occuper de vous, tout va bien, calmez-vous. On ne peut pas dire aux gens de se calmer, car malheureusement, il s'agit d'une situation qui n'est pas terminée. Le pays est en guerre, il y a encore des gens qui meurent chaque jour, le pays enterre ses morts chaque jour. Il y a encore des centaines de personnes qui n'ont pas été retrouvées, qui sont soit disparues, soit pris en otage dans Gaza. Et malheureusement, il nous est très difficile en tant que professionnels d'offrir aux populations un message qui pourrait les aider à accéder à un certain calme intérieur, parce que de manière externe, la situation est encore très complexe. Il ne s'agit pas en effet d'éluder ce qu'il se passe auprès des plus jeunes. Vous vivez dans un moshav. La résilience est-elle plus facile lorsque l'on évolue en communauté ? Alors effectivement, il y a quelque chose dans le moshav et dans la communauté qui permet une certaine organisation différente. Je peux vous dire que tout de suite, il y a une mobilisation pour que les enfants puissent avoir des activités au sein de la pièce de sécurité qui existe à côté de la synagogue. Donc tous les jours sont offerts des activités pour les enfants par tranche d'âge, lecture de livres ou de peinture ou de tournois de ping-pong qui leur permet de se retrouver, de garder un semblant de quotidien, de pouvoir aussi un petit peu partager et puis aussi de libérer le temps de quelques minutes ou même parfois d'une heure ou deux certains parents qui sont obligés de travailler aussi en parallèle du fait que les enfants se trouvent à la maison. Il y a beaucoup d'hommes qui sont à l'armée. Donc les femmes se retrouvent également seules et cette entraide communautaire, effectivement, aide beaucoup. Aux côtés de cette aide, il y a aussi quelque chose dans l'identification faite aux différents moshavim ou kibbutz qui ont été attaqués dans le sud du pays, qui est aussi plus importante. Il y a plus de craintes autour de risques d'infiltration du Hamas, qui existe peut-être un petit peu moins dans les grandes villes, dans les grands immeubles. Effectivement, au niveau de la résilience, il y a une organisation communautaire qui est importante et qui peut aider les populations. Et l'entraide ne se limite pas au moshav. La tragédie qui est dans tous les esprits en Israël a occasionné aussi de magnifiques élans de solidarité. La cohésion d'un peuple, sa tolérance vis-à-vis du voisin, participe-t-elle aussi à sa résilience ? Oui, effectivement, je pense que c'est un des grands drames de notre peuple et de notre pays, c'est que la mobilisation du pays est toujours présente en cas de guerre, est toujours présente en cas de conflit. Nous sommes un peuple nous savons nous réunir autour du drame, de la tragédie. Malheureusement, cette dernière année a été source de beaucoup de conflits au sein du pays et c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de solidarité, que ce soit auprès des familles, que ce soit auprès des personnes qui aujourd'hui se retrouvent sans foyer, sans maison, qui sont accueillis dans les hôtels des villes du Sud, que ce soit Eilat, la mer Morte. Des personnes proposent leur maison, accueillent des familles. Donc ça, c'est vraiment un élan de solidarité énorme qui participe également à la résilience et au sentiment de sécurité. Mon message serait que cette solidarité doit durer au-delà de la guerre. Nous devons être unis pour pouvoir aussi survivre. Tout à fait. Cela fait penser justement à ces Israéliens qui manifestaient contre le gouvernement et qui, du fait de la guerre, se sont regroupés pour œuvrer tous ensemble pour des actions de solidarité. Alors nous avons tous été marqués par les témoignages d'Israéliens ayant échappé miraculeusement aux prises d'otages du Hamas. Certains se sont cachés sous les cadavres, d'autres ont donné de la nourriture aux terroristes. On ne peut jamais se préparer entièrement car les situations sont toutes différentes, mais avez-vous des conseils pour éviter la sidération ? Écoutez, je pense que c'est une situation à laquelle personne ne pouvait se préparer. Cette situation est arrivée certainement aussi peut-être par un manque de préparation. C'est au-delà de ce que l'esprit humain, il me semble, peut envisager. Vous utilisez le terme de sidération et je pense que le pays est en état de choc, en état de sidération. À côté de cela, nous devons être dans la résilience, nous devons continuer à agir, nous devons continuer à protéger nos enfants, à les éduquer, nous devons continuer à travailler pour assurer les besoins des foyers. Je pense que malheureusement, nous mettrons beaucoup de temps à nous remettre pour que l'esprit puisse élaborer ce que nous sommes encore en train de vivre. Je vous parle encore au présent, parce qu'il y a effectivement cette journée terrible du 7 octobre.
mais il y a tous les jours qui suivent et qui nous montrent que la situation n'est malheureusement pas terminée. La société israélienne est confrontée au terrorisme depuis sa création et a dû apprendre à être résiliente. Depuis quelques années, la France subit aussi de plein fouet le terrorisme et ses citoyens ressentent désormais ce que vivent les Israéliens depuis plusieurs décennies. Les Israéliens sont préparés à cette gestion du stress à court terme d'une part et à la résilience d'autre part. La France n'a-t-elle pas beaucoup à apprendre d'Israël ? Écoutez, je pense que je ne sais pas si la France a très envie de recevoir des conseils d'Israël. C'est vrai que je peux vous dire qu'au niveau personnel, j'ai reçu beaucoup de messages de tendresse, de solidarité de la France, qui n'avait pas été le cas lors des différentes interventions. Ça fait aujourd'hui 17 ans que je suis en Israël. C'est pas la première guerre que je subis, mais en tout cas, c'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation de mon entourage. En termes d'apprendre, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. La position de la France est ambivalente vis-à-vis d'Israël. Bien évidemment, s'il y avait une possibilité de pouvoir réfléchir tous ensemble au niveau mondial contre le terrorisme, ça serait formidable. Mais je pense que c'est un petit peu utopique. Comme vous dites, chez nous, c'est inscrit dans notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. En France, il y a une certaine tendance à oublier rapidement. Tout cela est complexe, en effet, vous faites bien de le rappeler. Eh bien, merci beaucoup, Déborah Ohana. Votre parole est essentielle pour tout citoyen. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site psychologue4u.co.il. Et pour vous contacter, 972 52 697 15 15 et votre mail deborahna0381@gmail.com. Merci. Merci Magali. Merci, au revoir. Au revoir. L'Instant Mag de Magali Barthès.